Connected Mate. Souveraineté par ici, souveraineté par là, le mot est partout, mais de quoi parle-t-on vraiment? D'indépendance technologique, de contrôle des données ou tout simplement de ne plus dépendre des grands acteurs technologiques? Parce que la réalité est toute simple, hein. Ça fait des années qu'on travaille avec les outils fournis par Microsoft, Google, Apple, et puis quand on parle d'IA, avec ceux d'OpenAI, et pour certains d'entre vous, probablement, les outils d'Anthropic. On stocke dans le cloud, on automatise avec leurs IA, et à côté, on vit aussi sur Facebook, Instagram, YouTube, bref, j'en passe, et des meilleurs. Mais tout ça, ce ne sont pas juste des outils, ce sont aussi des infrastructures. Et on s'y est installé, on s'est habitué progressivement, sans friction. Vous connaissez l'histoire de la grenouille, vous savez, qui petit à petit, l'eau est chaude, se réchauffe, mais elle n'est pas bouillante, donc on ne sort pas tout de suite. Donc on s'est installé progressivement, sans aucune friction. On a troqué finalement pas mal de notre confort contre de la dépendance. Et peut-être la grande question qu'on va pouvoir se poser ce soir, elle est très inconfortable, mais est-ce qu'on peut encore choisir autrement ? Et surtout, qu'est-ce qu'on est prêt à perdre si on veut reprendre la main ? C'est ce qu'on va creuser aujourd'hui. Alors, je ne vais pas le faire tout seul, je vais le faire avec celles et ceux qui sont présents avec nous sur TikTok et puis avec ma joyeuse bande de mates. Je vous les présente pour celles et ceux qui ne les connaissent pas encore. Vous avez Alice, elle est consultante, elle est prof, elle est digital addict, elle est un peu écolo aussi, mais elle jongle avec une sorte de dissonance cognitive entre la tech et ses convictions. Et c'est bien, elle a des convictions. Bonsoir Alice. Bonsoir à toutes et tous. Ravi de te retrouver à nouveau au niveau de ce micro. Deuxième Lascar, il est arrivé un peu en retard, mais c'est pour ça qu'on l'aime aussi. Il s'appelle Charles Nastorg. C'est un assembleur de bulles, de business. Il travaille dans le business to business et c'est un communicant vraiment assumé. Bonsoir Charles. Bonsoir PPC, assumé, mais pas mon retard. Il n'a pas assumé son retard. Faut t'avouer, faut à moitié pardonner pourtant, ça aurait dû. Autre Lascar, l'ami Hubert Kratirov. Vous le connaissez, ça y est, il a son rond de serviette, il fait partie de l'équipe. C'est un professeur d'économie numérique, pas piqué des hannetons. Il nous aide à prendre de la hauteur et il évite toujours les débats de surface. C'est un peu notre poil à gratter, mais c'est pour ça qu'on l'adore. Salut Hubert. Salut, j'espère que vous n'êtes pas dépendant à qui que ce soit. Ça, c'est pas mal. Jean-Emmanuel Serré, c'est notre designer, l'homme qui essaie de remettre de l'humain dans des systèmes qui deviennent petit à petit invisibles. Bonsoir Jean-Emmanuel. Salut PPC, salut tout le monde. On est très content de t'accueillir. Et puis le last but not least, c'est notre Chief Data Protection Officer, je ne sais pas si on appelle ça, c'est le chef d'orchestre de la protection des données, celui qui va nous rappeler, qui nous rappelle à chaque fois que le mot gratuit n'existe pas vraiment. Il s'appelle Christian Bellala. Salut Christian. Salut PPC, salut à tous et à toutes. On a du monde sur TikTok ce soir, ça fait plaisir. Alors, pour poser le débat, allez, on lance le jingle et on donne un peu la définition pour savoir de quoi on parle quand on parle de souveraineté numérique. C'est parti pour le jingle. Connected Mate. Alors, si on commençait par peut-être une définition, la souveraineté numérique, je vais vous chercher dans le dictionnaire, c'est la capacité d'un État, d'une organisation ou d'un individu à contrôler ses infrastructures technologiques, contrôler ses données dans ce qu'on appelle le cyberespace. Ça diffère de la souveraineté traditionnelle, parce que c'est d'autres défis que ça pose, notamment la dépendance envers des acteurs technologiques étrangers, avec des sujets de protection de données personnelles, de sécurisation aussi de systèmes d'information. Alors pour aller un peu plus loin, on va faire un petit tour de table avec les mates. Je vais leur poser une simple question. Qu'est-ce que c'est pour eux quand on parle de souveraineté numérique? On commence par toi, Alice. Donc, souveraineté numérique, pour être vraiment honnête, c'est un sujet auquel je m'intéresse depuis pas si longtemps. Mais plus je creuse, plus je me rends compte à quel point c'est important et même critique. Je vous avais déjà un petit peu parlé lors de précédents lives un peu du fait que j'étais en train de changer mes usages, les services, les logiciels que j'utilisais, mais typiquement toute cette démarche et même les recherches que j'ai fait pour ce live aujourd'hui, ça me convainc bien de passer la seconde. Bon, ça, la seconde, et je sais que tu adores avoir des chiffres, ce qui te permet de passer la seconde avec des données, des datas. Alors, si tu as des chiffres à nous donner, là, à nous parler, à nous communiquer.
Un petit show pour commencer, à savoir un chiffre qui évolue pas depuis longtemps, mais 92% des data occidentales sont stockées aux US. Voilà, ça donne un petit peu, un chiffre fort qui donne un peu la mesure du truc. Bon, les Français sont un petit peu moins bons, meilleurs élèves, c'est que 70%, mais ça donne déjà une idée de la taille rapport aux data. Bon, génial, ça nous permet d'avoir quelques données, de savoir de quoi on parle. Christian, justement, tiens, toi, quand on parle de data, tu réagis comment sur ce thème? De quoi on parle quand on te parle de ça? Ah, de quoi parle-t-on quand on parle de data et de souveraineté? C'est très 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 long en fait à en parler. On peut en parler des heures. C'est vrai qu'on pourrait prendre le train. J'ai envie de prendre le train. Vous allez dans un train de la data, de la souveraineté. On va peut-être prendre un omnibus plus tard, mais pour l'instant on va rester sur un train avec deux gares. Et moi je vois deux souverainetés. C'est la souveraineté par la norme ou la souveraineté par l'innovation. En fait, tout simplement, je sépare en deux, parce qu'en fait, on est dans un dilemme en Europe. Donc c'est vrai qu'Alice a parlé des chiffres, hein, et c'est vrai qu'en Europe, on est très fort pour tout ce qui est de législatif. Donc on a une puissance qui dicte des lois, en fait, tout simplement en Europe. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la souveraineté par la norme, hein, c'est ce qu'on fait. Et c'est vrai qu'il faudrait, je sais pas le bon terme, hein, peut-être s'adapter. Alors par contre, si on s'adapte, il y a un risque de fragiliser les principes de protection initiaux qu'on a, de législatifs. Mais du coup, il faudrait peut-être s'adapter pour devenir une puissance justement plus technologique sur des produits technologiques. Donc là, c'est justement la souveraineté par l'innovation. Bon, génial, ça nous permet on retraitera ça tout à l'heure dans la partie un peu sur les grands enjeux qu'on a devant nous. Je passe le micro tout de suite à notre ami Hubert qui nous revient de l'autre côté de l'Atlantique, si je ne me trompe pas, avec un sujet aux États-Unis, c'est ça? Il y a des États-Unis, il y a de tout, mais pour donner une définition de la souveraineté, tu es souverain dans ton jardin quand tu utilises tes propres outils, tes propres engrais, tes propres graines, tes propres plants. Et si tu dépends d'un voisin pour arroser ton jardin, alors t'es pas souverain. Si tu dépends de quelqu'un pour planter, si tu dépends d'une main-d'œuvre externe pour planter tes patates, tu peux considérer que tu n'es pas souverain dans ton jardin puisque tu sais pas labourer, tu sais pas faire. Donc il y a une question de savoir-faire, il y a une question de moyens, il y a une question d'outils, mais on est souverain quand on n'a plus de dépendance et quand on a dérisqué son jardin et qu'on est capable de le faire fonctionner tout seul. Et ce qu'il faut surtout pas arriver, c'est l'état dans lequel nous sommes aujourd'hui, mais heureusement, on va avoir des solutions pour tout à l'heure, l'état dans lequel, aujourd'hui, les États-Unis se moquent de nous avec un VPN. Pour ceux qui savent pas ce que c'est qu'un VPN, allez voir chez NordVPN. Non, c'est pourri. Pour ceux qui savent, ce live n'est pas sponsorisé. Voilà, merci. NordVPN, pas du tout. Mais les Américains nous offrent un VPN gratuit pour nous sortir de l'Europe parce que l'Europe est trop mauvaise. Bien sûr, si on utilise ce VPN américain, non seulement on sera dépendant d'eux, mais en plus toutes nos données passeront par leur VPN. Donc ce sera pire que tout. Et on a en France et en Europe des pépites, ASML, on a la French Tech, mais on a Mistral, on a Ami, la nouvelle start-up de Yann Lequin, qui va fonctionner extrêmement bien. Donc Mistral est une décacorne, plus de 10 milliards d'euros de valorisation, 13 je crois. Ami est un tricéraptor de la bouche de Yann Lequin, c'est-à-dire 3 milliards de dollars de valorisation. Et on a tout cet écosystème French Tech avec Station F et avec plein de de startups qui sont dans l'IA. Ce qui manque, c'est non pas du capital, mais c'est de la commande publique. Que le ministère de l'Éducation dise à 5 startups, je vous donne 2 millions d'euros pour répondre à mon appel d'offres, et ensuite il y a 20 millions à les prendre sur un modèle d'éducation de ceci, un modèle d'éducation de cela. Donc, on n'est pas aujourd'hui de bons jardiniers. Je termine là-dessus. Bon, très poétique, notre ami Hubert. Hein. Ça va donner sûrement du fil à retordre à notre ami Charles. Même question pour toi, Charles. Alors, ça rejoint effectivement ce que disait Hubert. En fait, l'idée, c'est que l'Europe puisse choisir ses propres partenaires numériques sans contrainte. Il y a ce mouvement, alors je suis pas fan des anglicismes, mais c'est ce que tu disais, Hubert, le de-risking. C'est d'être dans la capacité de choisir les technologies que l'on souhaite au niveau numérique, sans contrainte externe. Si jamais, effectivement, on a un de nos partenaires qui sont internes, externes, etc.,
nous coupe le robinet, on puisse garder la souveraineté sur l'ensemble de nos sujets. On en a eu un aperçu malheureusement au moment du Covid, quand il a fallu récupérer ne serait-ce que des masques et après des vaccins, et on s'est rendu compte qu'effectivement on dépendait de puissances étrangères et que sur le numérique, comme le disait déjà Alice, c'est déjà le cas. En fait, on est juste en train d'essayer de combler les trous du mur. Et il y a des très beaux bouchons qui sont en train de se mettre en place, voire même de belles solutions un peu plus innovantes. Et on verra ça tout à l'heure. Et Alice, je te vois réagir sur les propos de notre ami Charles. Et on va voir tout à l'heure, je veux pas spoiler dès maintenant, mais on va parler de pas mal de solutions aussi bien européennes ou françaises qui existent, et c'est plus que des bouchons dans les trous. Plus que des bouchons dans les trous. Et juste pour revenir peut-être à un petit point sur ce que disait tout à l'heure Hubert et son jardin, c'est vrai qu'il y a quand même une petite nuance entre souveraineté et autonomie. Il va y avoir des contextes où on va être en mesure d'être souverain sans pour autant être autonome. On en parlera peut-être pour le cloud souverain tout à l'heure. Enfin, il y a quand même des petits distinguos. C'est comme sur la commande publique, elle représente dans tous les cas qu'un dixième de la commande commerciale. Mais c'est quand même effectivement une impulsion qui serait à donner. On sent la femme de chiffres depuis tout à l'heure. C'est ça. Allez, le petit mot là pour cette séquence. Notre Chief Designer Officer, qu'est-ce qu'il en pense de tout ça, lui? Lui, il se demande qu'est-ce que veut le peuple. En fait, il veut quoi? Du pain, du vin, des jeux, des piscines. Enfin, non, c'est les influenceurs à Dubaï. Je m'excuse, mais en fait, la question qu'on peut se poser, c'est certes, on va changer de souveraineté, mais ça va changer quoi pour nous? Donc, c'est quoi? Est-ce que c'est l'occasion justement de faire autre chose, de faire les choses différemment, de pouvoir gagner de l'argent avec les publicités, de pouvoir l'investir ailleurs? Est-ce que c'est un modèle qu'on pourra changer, ou est-ce que finalement on va récupérer nos datas et ça va continuer comme avant et chacun rentrera chez soi avec son autorune? J'aime bien moi ce regard du designer. Il pense tout de suite à l'utilisateur. C'est ça qui est génial avec les UX designers. En fait, il pense à l'utilisateur. Qu'est-ce qu'il y a pour lui? Qu'est-ce qu'il y a pour eux? Bravo. Merci beaucoup pour ce tour de table. Je vous propose qu'on passe à une deuxième séquence. C'est celle où on va parler des grands enjeux. Et puis pour celles et ceux qui sont avec nous sur TikTok, n'hésitez pas aussi à interagir, à intervenir, à poser des questions. On va monter cette émission avec vous tous. C'est parti pour le jingle et on attaque la deuxième partie. Connected Mate. Les grands enjeux. Alors, moi, j'ai trouvé un propos, parce qu'on aura, je pense, l'occasion de reparler de Gilles Babinet. C'était à l'Innovation Maker Alliance, c'était en mars cette année, 2026. Il a dit « Les entreprises européennes achètent chaque année pour 264 milliards d'euros de services numériques en provenance des États-Unis ». Alors, la question que je me suis posée derrière, et c'est un enjeu, est-ce qu'on peut vraiment quitter les GAFAM? Alice, est-ce qu'on peut vraiment quitter les GAFAM? Déjà, oui, en vrai, on peut s'en passer et sortir de la dépendance américaine et même, notamment, et être, au niveau européen, et même on pourrait se construire une vraie souveraineté à l'échelle française, parce qu'en fait, des services, des logiciels qui existent, qui sont déjà open source et qui sont éthiques, vraiment, il y en a, et on sait que ça existe, mais par contre, faut changer nos habitudes. Et ça, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais j'ai l'impression que l'impulsion, elle est vraiment forte, sans dire plus forte que jamais. Mais déjà, il y a une nouvelle récente dont Jean-Emma nous parlera un petit peu plus tard, à savoir la décision de l'État de passer entièrement de Windows à Linux. Donc ça, c'était quand même pas dans tous les services, pas dans l'éducation. Il a re-signé pour 4 ans, mais bon, ça c'est autre chose. Il y a aussi toute la stratégie qui va être portée par l'INUM et Cybergouv pour déployer ce qu'ils appellent la suite numérique de l'État. On trouve Chap pour la messagerie, Visio pour la visioconférence, France Transfert pour les fichiers volumineux, DocGrist. Vraiment là, je vous passe le détail, mais on voit quand même une volonté de remplacer les briques qui étaient gérées actuellement par les GAFAM. Donc petit à petit, c'est vrai que c'est pas forcément les briques les plus waouh, mais c'est les briques qui contiennent des datas. Et donc quand on voit cette impulsion du gouvernement, et on verra tout à l'heure beaucoup d'outils aussi à notre échelle, à l'échelle des particuliers, pour vraiment reprendre notre souveraineté numérique en main. On a bénéficié là ces derniers jours d'une exposition
assez hallucinante de la part du gouvernement qui, j'ai l'impression, a voulu prendre les choses en main. Alors, le petit disclaimer, malheureusement, qu'on peut faire, c'est que c'est 250 personnes qui vont passer sur ce système-là. Donc, c'est plus un POC que une transfo. Hein, mais je trouve que c'est intéressant parce que justement, ils ont décidé de faire un petit peu comme les startups ou les grands groupes qui prennent un noyau de personnes et qui vont l'amener pour tester, pour voir si ça marche et puis ensuite le propager. Alors, on va faire ça un petit peu au mode startup. Alors, est-ce que moi je trouve ça super de voir que la DINUM prend les choses à cœur et que ça va peut-être nous amener et nous permettre de nous positionner comme un acteur incontournable dans la souveraineté. Alors, les chiffres, hein, c'est bien 250, hein, c'est ça? J'ai fait une erreur dans les chiffres, c'est pas la première fois. Alors, sans erreur sur les chiffres, ce que nous propose la communauté européenne, et ça c'est très très bien, c'est un score de souveraineté. Alors accrochez-vous à vos chaises. Il y a 8 piliers pour cette souveraineté. Je ne vais pas vous citer les 8, mais simplement quelques-uns. Le pilier numéro 2, c'est est-ce qu'on est souverain juridiquement? Le pilier numéro 3, qui s'appelle SOV3, est-ce qu'on est souverain dans les données, dans la data et dans l'IA? Le SOV5, par exemple, c'est est-ce qu'on est souverain dans le supply? SOV6, est-ce qu'on est souverain dans la technologie? SOV8, c'est le 8e et c'est le dernier, j'en dirai pas plus. Est-ce qu'on est souverain dans la durabilité environnementale? Et sur ces 8 piliers, on va noter chaque solution de 1 à 4. Alors, de 0 à 4, ça fait 5 niveaux. 0, on n'est pas souverain pour 2 ronds, du genre Instagram ou WeTransfer. Et ça va jusqu'à SEAL 4. Le SEAL voulant dire le Sovereignty Effectiveness Assurance Score ou le L pour Level, pardon. Et SEAL 4, c'est donc là on est totalement souverain du style Proton VPN ou du style Swiss Transfer, puisque malheureusement le France Transfer qui existe et qui a été lancé à grand renfort pour 250 personnes est disponible de toute façon que pour les agents publics. Il faut avoir un email de l'administration publique et ne sera pas disponible pour les Français comme nous ou pour les Européens avant je ne sais pas quand, je ne sais même pas s'il sera disponible un jour pour les Européens. Je préfère la version de Proton VPN ou d'Informatica qui nous propose un Swiss Transfer qui est le concurrent de WeTransfer et qui fonctionne pour tous les individus quelle que soit leur nationalité et qui a sûrement les mêmes défauts que WeTransfer, mais qui au moins en termes de si je parle technique maintenant, ce que vous avez compris, en termes de SOV4, souveraineté des données et de l'IA, on est à un niveau SEAL 4 puisque on est totalement souverain dans la mesure où on ne va pas du tout toucher les data centers des différents pays. Et donc, avec ce système-là, on a ce fameux score de souveraineté qui est, alors je vous passe la formule, la somme de tous les SOV 1 à 8 avec le niveau 0 à 4 qui va nous permettre de nous placer en termes de est-ce qu'on a un bon outil souverain ou pas. Donc avec ce contour-là, on peut effectivement avoir une meilleure vision des choses et je finirai par là avant d'aborder la souveraineté énergétique. Première chose en premier, alors en français ça marche pas, mais first thing first, ça marche mieux. Commençons par avoir un navigateur souverain. J'en ai vraiment assez d'utiliser. Moi, c'est Brave, mais pour d'autres, c'est Chrome, pour d'autres, c'est Safari, pour d'autres, c'est Firefox. Firefox étant peut-être le plus indépendant. Ça peut être DuckDuckGo, ça peut être plein d'autres navigateurs. Commençons par faire un navigateur européen. C'est pas trop compliqué. C'est moins compliqué qu'un moteur de recherche. On a essayé Quant, mais ça a été un échec désastreux. À l'époque où ça marchait le mieux, Quant, le moteur de recherche européen, et ne confondons pas navigateur et moteur de recherche, ce moteur de recherche européen, il tournait sur Bing, qui est à Microsoft. Donc vraiment un total échec. Je dirais pas que ça n'a pas marché, je dirais que c'était un total échec ce Quant. Donc
avant d'ambitionner de faire un moteur de recherche, faisons un navigateur européen et commençons par là. Tiens, alors je prends un rebond, c'est la question de Batman. On a Batman avec nous dans le live TikTok, et ça c'est quand même une grande chance. Il pose la question, il dit, est-ce que c'est pas trop tard ? Never too late, pour parler français. C'est difficile parce que c'est une double négation, mais comme dit Hubert, en fait, il est pas trop tard parce qu'en fait, on est encore en train de changer puisque les moteurs de recherche sont en train de se repenser du fait de l'arrivée de tous les LLM qui vont être possiblement, d'après les tendances qui sont observées, les prochains moteurs de recherche. Donc en fait, là, on a envie de dire, c'est le moment ou jamais parce que dans 10 ans, ce sera trop tard. Il faudra aller voir du côté de Mistral pour réfléchir à une nouvelle façon d'avoir un moteur de recherche et bien faire la différence entre moteur de recherche et navigateur parce que le navigateur va récupérer beaucoup d'autres données que n'aura pas forcément le moteur de recherche. Donc voilà, toujours un enjeu de souveraineté sur les données. En tout cas, on parle souveraineté, il y a aussi la Commission européenne, parce qu'on parle de plein de sujets, mais voilà, elle a indiqué, alors c'était en janvier 2026, que l'IA Act c'est fully applicable, normalement le 2 août 2026. Alors avec des exceptions quand même, parce que sinon c'est pas facile. Alice, tu voulais préciser quelque chose ? En vrai, il est en vigueur depuis le 1er août 2024. On lit beaucoup que là, la mise en application, elle va être en août 2026, mais en fait, ça date d'il y a de plus de 2 ans et c'était le premier même règlement au monde sur l'IA. Par contre, il y a un calendrier d'application. Donc, par exemple, en février 2025, ils ont commencé à dire la catégorie 4, donc vraiment parce qu'ils ont classé en 4 les trucs vraiment très très risqués ou pas, la 4 elle est interdite. En août 2025, ils ont commencé à tous s'organiser, c'est quelle structure qui gère quoi, les autorités compétentes. Et là, en août 2026, on arrive sur la pleine applicabilité de la loi. Christian ? Et oui, c'est vrai qu'on en parle beaucoup de l'IA Act, le RIA en français. Moi, je vais revenir sur mon petit train, parce que du coup, je pense que le RIA a pris l'omnibus cette fois. Donc, vous savez, l'omnibus, c'est ce train qui s'arrête à toutes les gares, partout. Donc, qui est plus long qu'un direct, donc beaucoup, ça va moins vite que ce qui était prévu. Et puis, dès qu'il y a un encombrement, du coup, il a du retard. Donc, tout ce qu'il y a derrière, c'est encore plus du retard. Donc là, le RIA, c'est pareil, ça prend du retard. Donc, c'est vrai que donc, la catégorie 4, niveau 4, on n'y touche pas. 3, 2, 1, donc là, 3 et 1, on peut en reparler. Et donc, je vais revenir sur l'omnibus, parce que l'omnibus, c'est pas que le train, c'est aussi un projet de loi européenne. Et donc, c'est un projet, donc l'omnibus numérique, pour pas confondre avec les trains, même si j'ai fait mon petit jeu parce que c'était drôle au début d'émission. Alors, l'omnibus, c'est quoi le rapport avec la souveraineté, le RIA? En fait, l'omnibus, c'est un gros projet qui vise, en fait, à simplifier tout ce fonctionnement qu'on a, donc c'est un rapport avec la souveraineté, qui complique en fait au niveau des législations. Donc c'est vraiment d'assouplir, donc il y a le RGPD, donc ça vise à assouplir le RGPD, ça concerne aussi le DSA, le DMA, et du coup l'IA Act, donc le RIA. En fait, tous ces projets qu'on a en Europe, donc en France, c'est un peu comme une grosse valise, on a plein de projets de réglementaires, plein de règles différentes, ça se contredit des fois, pas tout le temps, mais des fois souvent c'est complémentaire, soit c'est pour les services, soit c'est pour la technique, pour les usages, etc. Pour les entreprises ou pour le privé. Donc du coup, il y a plein de législations. Et donc, il y a une grosse valise avec plein de lois. Et donc là, Omnibus, ça prend cette grosse valise, et ça met son nez dedans, et ça trie. Voilà, donc c'est pour essayer de résumer un peu ce que fait Omnibus. Voilà, et donc c'est vrai que là, le RIA, donc du coup, a pris l'Omnibus, mais du coup le train, il prend du retard parce que c'est tellement gros, cette valise elle est tellement grosse, tellement immense, tellement de lois qu'en fait là, les députés donc ont un petit souci. Donc ils l'ont annoncé il y a quelques jours. Donc là, ils ont demandé à ce que donc cette mise en application pour cette année, du coup, ce soit repoussé et que ce soit repoussé pas de une semaine ou deux, voilà. Donc du coup, de août 2026 pour la première catégorie, donc c'est les systèmes classifiés à haut risque qui sont déjà, ils ont identifié. Donc du coup, c'est tout ce qui est de mémoire, tout ce qui est sur la biométrie, par exemple, sur la surveillance, c'est vraiment tout ce qui est réglementaire. Donc ça, c'est pour que ce soit repoussé à décembre 2027. À 2026, mais 2027. Et pour la dernière catégorie, donc là, qui est un petit peu plus, qui contient du coup tout ce qui est tiers, sur les responsabilités tiers. Donc là, on est sur du haut risque, donc tout ce qui est en fait sur les jouets pour les enfants, le médical. Donc là, on est vraiment sur des hauts risques. Donc là, c'est pour être repoussé, du coup, en 2028. Et je crois que c'est au mois de mai, donc dans un peu plus de 2 ans. Donc c'est pour ça, donc je trouve que le RIA, il prend aussi l'omnibus.
il s'arrête à toutes les gares et là, il a pris un petit peu de retard. L'explication que tu as, c'est quoi? Il y a un pouvoir des lobbies, personne n'est prêt, donc tout le monde freine des cas de fer. Comment tu vois les choses? Alors c'est pas très simple en fait. C'est vrai qu'il y a beaucoup de lois. Donc quand arrivé l'IA Act il y a quelques années, hein, donc Hubert et Alice ont bien précisé, hein, c'est pas nouveau hein, l'IA Act, donc le RIA. Donc ça a plus de 2 ans. C'est vrai que ça se met en application progressivement. C'est comme le RGPD, ça il y a toujours 2 ans pour être mis en application. Au début, il y a eu des petites confrontations avec le RGPD pour les données privées. C'est vrai qu'il y a des choses qu'on peut permettre et puis bah du coup pour la protection des données on peut pas. Ça dépend du marché. Et c'est vrai que là, du coup, avec Omnibus, il y a tellement de réglementation avec l'IA. Donc là, ce que veut faire Omnibus, c'est d'assouplir. Donc, je vais prendre des exemples. Ils veulent vraiment assouplir tout ce qui est usage de l'intelligence artificielle. Donc, du coup, là, c'est très limité avec le RGPD. Dès qu'il y a des traitements de données, c'est niet. C'est non, on fait pas. Là, du coup, Omnibus veut ouvrir ça parce que du coup, on a un frein par rapport aux États-Unis, la Chine et l'Inde, où du coup, c'est libre. C'est pour ça qu'on a 70% du marché qu'on n'a pas. Je le fais à l'envers, Alice, tu vois, dans les chiffres. Du coup, on n'a pas. Et c'est vrai que on a un petit frein de ce côté-là, donc qui est un avantage, quand même, un atout quand même. Cette réglementation, c'est vraiment de la protection. Et c'est vrai que ça met quand même des freins. Et donc, pour relever ces freins, donc il y a ce projet qui est là, mais il y a plusieurs lois à revoir, plusieurs réglementations. Donc, du coup, il y a le RGPD, il y a plusieurs articles à revoir. Donc, il y a un assouplissement qui est demandé. Ça impacte aussi le DSA et le DMA, et du coup, ça impacte aussi le RIA. Donc là, voilà, tout mettre en application, c'est super compliqué. S'ils mettent des freins, on pourra pas, en fait, être compétitif. Après, ce que je disais au début, au début de l'émission, il y a 2 souverainetés. Donc là, il faut faire un choix. Est-ce qu'on reste sur une souveraineté, du coup, réglementaire, au tout début, ou alors, du coup, est-ce qu'on s'assouplit, puis on est concurrentiel, mais après, voilà. Où va-t-on mettre la sûreté, où on met la balance de nos données perso et données sensibles, en fait, et c'est compliqué. J'aimerais pas être à leur place, quand même, de triffer dans cette grosse valise réglementaire. Charles, qui a l'œil sur tout, a repéré le Chips Act. C'est l'heure des chips, c'est ça Oui, c'est ça. Ce sont pas les tips, c'est vraiment les chips. Voilà, petit apéro entre amis. Petit apéro européen, puisque en 2023, on a eu comme je vous disais, par rapport au matériel pour être souverain, notamment sur les semi-conducteurs. Aujourd'hui, l'Europe ne pèse que moins de 10% de part de marché et c'est donné pour objectif, avec le Chips Act, de peser à peu près aux alentours de 20% en termes de production de semi-conducteurs. Pour ça, ils ont fait appel à de l'investissement, sans surprise, majoritairement sur les États ou notamment les investissements privés. Sur un budget total de 43 milliards, l'Union européenne a contribué à hauteur de 3,3 milliards, ce qui est conséquent. Mais quand tu te dis que c'est toi qui lances le mouvement et que tu fais plus appel à des sociétés privées pour pouvoir faire de la souveraineté, ça fait un peu sourire sur la force de l'administration publique sur ces sujets-là. Au-delà de la compétence qu'on a, bien sûr, dans le privé. 2 ans plus tard, il y a une Cour des comptes européenne, la même que nous en France, qui a commencé à regarder et qui a pointé du doigt que, en fait, les objectifs souhaités de base, parce que là, ils sont en train de sortir un Chips Act 2, alors que le premier, la Cour des comptes dit qu'en fait, les résultats, les comptes n'y sont pas, hein, Kevin. Plusieurs choses Les sur ces refs, aspects, les c'est refs. que, attends, il faut on est sur TikTok, hein, on a des gens d'un autre âge, comme dirait l'autre. Et ouais, donc sur le Chips Act, il y a une très grande lenteur en termes on parlait de légal avec ce que tu disais, Christian, et surtout un flou artistique dans le choix des financements. Il y a même un observateur d'un think tank qui disait qu'effectivement on n'y arrive pas parce qu'on est dans la lenteur bureaucratique sur des sujets industriels. Donc il y a 2 mondes qui ne savent pas communiquer ensemble. Et il y a 2 gros échecs qui ont fait un peu parler dans la presse spécialisée. C'est la grosse entreprise d'Intel pour produire des semi-conducteurs en Allemagne qui a été stoppée, et pareil, il y en a une deuxième. Et quand on sait que aujourd'hui on n'en a qu'une seule qui doit à peu près fonctionner et que les matériaux pour les faire viennent encore de Chine, on n'est pas totalement souverain, mais on n'est pas prêt de les assembler en Europe. Tiens, Christian, je rebondis sur le propos de Baby. Qui dit que le problème, c'est que les entreprises préfèrent payer l'amende que respecter la sécurité. Info, intox, qu'est-ce que tu en penses? On a les deux. Je rappelle que Christian est normand. Christian est normand. Alors on a les deux. Étant gestionnaire de projet, donc je confirme, on a les deux en entreprise, dans toutes les entreprises, qu'elles soient françaises ou étrangères. C'est comme chacun d'entre nous, si on a un véhicule pour aller se garer,
souvent on regarde, donc il y a un parc-mètre, il faut payer un stationnement, donc maintenant ça se fait par le mobile, mais du coup, ça nous est tous arrivé, on se dit tiens, j'en ai pour 10 minutes, est-ce que ça vaut le coup que je paye 1, 2, 3, ça dépend des villes, hein, et des villes c'est quelques centimes, et certaines villes c'est 15 € pour 10 minutes, donc ça dépend. Du coup, on réfléchit, sachant qu'une amende c'était 11 €, maintenant je sais plus combien c'est, ça fait longtemps que j'en ai pas eu, parce que maintenant je paye. Mais voilà, donc une époque c'est beaucoup plus Uber. Donc voilà, donc c'est vrai que c'est un jugement. Est-ce que si je me gare, le risque que je me fasse stopper, je vais avoir une amende, donc du coup je sais pas combien c'est maintenant, allez 20 € on va dire. Et voilà, si j'ai 20 €, est-ce que ça vaut le coup que là, je paye 25 €? En fait, autant que je paye pas, si je me fais toper au pire, je vais payer 20 €, mais j'ai les 20 € sur moi, donc je m'en fous. Parce que si je paye 25 € et que je me fais pas toper, du coup, j'aurais payé mon stationnement pour rien. Donc c'est un peu le même principe hein, sur les réglementations, parce qu'on a plusieurs. Alors c'est vrai que du coup, quand on se fait toper sur des problèmes de réglementation, donc on peut avoir plusieurs amendes en même temps, hein, du coup, protection des données, droit d'auteur, droit de diffusion, enfin voilà, donc on peut mettre toutes les réglementations bout à bout, et c'est cumulable, ça on se gêne pas. Et c'est vrai que là, du coup, ça peut valoir cher, mais il suffit de budgéter. C'est vrai que sur des projets, je dirais à plusieurs milliers d'euros, si jamais on a une amende, je vais faire sourire, mais si jamais la CNIL arrive et te met une amende de 15 000 € sur un projet qui te coûte 1 million d'euros, tu le budgétises, t'as 15 000 € et ça passe nickel. Donc ça, c'est pour, voilà. Donc c'est vrai, donc, voilà, ce qui a été dit dans les commentaires. Donc, oui, c'est vrai, ça se fait, et pas qu'aux États-Unis, pas que je pense que les petites boîtes le font aussi, mais voilà. À moindre mesure, je pense que les budgets, sont quand même assez serrés. Merci pour ces précisions. Hubert, allez, tu nous en avais un petit peu donné le goût tout à l'heure, la souveraineté énergétique, tu nous en parles un peu? Alors, je voudrais répondre à Batman qui pose des questions fort intéressantes et à Christian qui ne connaît pas la circulation des véhicules à Paris. Une voiture de plus de 2 tonnes à Paris pour un stationnement, c'est 220 € d'amende pour non-paiement du stationnement. Batman soulève un sujet très intéressant avec la Terrafab de Elon Musk qui va fabriquer qui sera une gigafactory mais x10, qui aime bien les ordres de magnitude. Donc ce sera une Terrafab qui va fonctionner et qui va produire 1 terawatt de composants, ce qui est absolument énorme. C'est le double de ce qu'on produit aujourd'hui globalement, et qui va malheureusement ou heureusement, ça dépend si on l'aime ou si on l'aime pas, réussir ce projet-là, mais en Europe, et il aura besoin d'une machine européenne qui vient d'ASML, qui va lui permettre de lithographier des wafers. Les wafers, c'est des plaques de silicone qui sont produites en France par la meilleure boîte de wafers qui s'appelle Soitec à Grenoble, et on a quand même STM Microelectronics en France qui fait certaines chips, alors pas des chips d'ordinateur, plus des chips de device, d'appareils, de voitures, mais qui sait faire certaines chips. Et le point que je voulais aborder maintenant, puisqu'on parle de souveraineté, comme un jardinier a besoin d'eau pour arroser son jardin, nous en France, on a la chance d'avoir de l'eau en abondance, et pour cette souveraineté numérique, c'est de l'électricité. Figurez-vous, j'ai des chiffres, et je vais pas me tromper. Figurez-vous qu'on exporte chaque année, en record 2025, on a exporté 92 TWh d'électricité non consommée en France, et donc on en a fait bénéficier nos amis européens, les Italiens, les Allemands. Ça correspond à la production, ça ne correspond pas, hein. On a une vingtaine de centrales nucléaires, plus l'hydroélectrique, et donc on a exporté 92 TWh d'électricité. Nos 350 data centers en France, on en a 350, ils consomment que 10 TWh, ce qui est déjà beaucoup trop, mais ils ne consomment que 10 TWh alors qu'on en exporte 92. Ça veut dire que c'est un calcul mathématique et stupide, parce qu'on n'aurait pas la place, on n'aurait pas les GPU, on n'aurait pas le temps de le construire, on n'aurait pas ce qu'il faut, mais ce qui veut dire que techniquement, on pourrait construire 3000 data centers en France. On aurait de quoi les alimenter électriquement sans faire augmenter le coût de l'électricité, parce qu'elle est là et on la vend à l'étranger, parce que c'est un surplus, et sur la grid, le surplus ne sert pas à grand chose. Au contraire, il peut être coûteux. Donc, on pourrait virtuellement, c'est un calcul mathématique stupide, parce qu'on n'en a pas besoin, mais on pourrait construire, alors Equinix et puis surtout Digital Realty, qui est notre gros
gros pôles de data centers et on parle souvent de la Seine-Saint-Denis comme sur des problèmes, sur des enjeux de population, quoi que ce soit. C'est quand même le premier département français record des data centers. Ils sont quasiment tous en Seine-Saint-Denis. Donc, big up à la Seine-Saint-Denis, RPZ le 93 ou un autre 95 si vous voulez aussi, et on a l'électricité pour alimenter. Et moi, je préfère exporter des data, je préfère exporter de l'IA que d'exporter de l'électricité. Je préfère qu'on utilise cette électricité pour produire des choses intelligentes et vendre de l'intelligence plutôt que de vendre de l'électricité à nos voisins, même si j'adore les Italiens et les Allemands. Donc voilà le point, on est souverain énergétiquement. Il n'y a pas beaucoup de pays, le fameux plug, baby plug de Macron, il n'y a pas versus le drill, baby drill de Trump, il n'y a pas beaucoup de pays au monde qui peuvent dire on est souverain énergétiquement et on a la capacité de construire 3000 data centers. Ça servirait à rien, mais on a la capacité de le faire énergétiquement. On est en avance. On est en avance. C'est donc, qu'on le disait tout à l'heure, hein, c'est pas trop tard. On a des points de force. Tout à fait. D'ailleurs, pour aller dans le sens de Hubert rapidement, c'est aussi un des gros arguments sur Choose France qui a été abordé avant la crise de l'énergie que l'on a connue avec l'Ukraine, etc. Et tous les acteurs, dont le grand patron de Equinix, disaient que avec l'électricité qui est à bas prix en France, il y a tout intérêt effectivement qu'on investisse sur le territoire français, soit sur des structures existantes. Clin d'œil à Alice, puisque c'est un peu plus vertueux que d'essayer de, comme tu disais Hubert, et qui t'en répare pas un bon sens, reconstruire de zéro à chaque fois pour additionner au lieu déjà de capitaliser. Je voulais juste revenir rapidement sur ce que disait Christian, et on en a parlé avec Baby dans le chat. C'est pas ne pas respecter la réglementation n'implique pas forcément une fuite des données, c'est-à-dire que quelqu'un les vole, mais un usage qui n'est pas légal de certaines données. Et il y a, au-delà de la sanction financière, il y a une sanction aussi publique dans la communication. C'est-à-dire que dès que ces entreprises-là sont pointées du doigt et qu'elles gèrent mal cette communication de crise, parce que du coup, ça se transforme en communication de crise, ça n'a pas forcément un impact direct sur les usagers, mais ça peut avoir un impact sur l'écosystème où des gens qui d'habitude travaillaient avec ces entreprises-là, du coup, ne vont plus travailler si jamais dans leur charte il y a une volonté de suivre la RGPD, le respect des données des usagers, etc. Et derrière, on sait que dans le B2B, ce sont des contrats qui sont parfois à plusieurs millions d'euros. Donc, c'est important vis-à-vis des usagers des données, mais aussi dans le business de manière indirecte, parce que derrière, on peut se faire griller auprès d'autres acteurs majeurs et on peut perdre des contrats et du business qui va avec. Et du coup, l'entreprise peut malheureusement disparaître aussi vite qu'elle est apparue dans les journaux. Jean-Emmanuel qui se lâche dans les commentaires a un petit message personnel à nous donner. C'est vrai. On avait dit qu'on parlait pas de... comment ça s'appelle déjà ? C'est Jackie et Michel avant 22h ? C'est ça ? Bon. Plus que 15 minutes. Voilà. Donc, mais je vais pas vous tenir 15 minutes puisqu'apparemment, puisque tu me laisses la parole, je vais la prendre et la garder. Je vais vous parler d'un truc que j'ai trouvé chez Gilles Babinet. Et j'aime beaucoup. Alors, je l'aime beaucoup à plusieurs niveaux parce que c'est très poétique. Il parle d'un bouquin qui est dans la maison d'édition et les petits matins. L'autrice, elle s'appelle Aurore Laluc et le titre du livre, c'est Trump contre l'Europe. Je trouve que c'est vraiment très imagé et on sait pas trop par quel bout le prendre. Et en fait, ce qui est plutôt intéressant, c'est que si on rapporte tout ça à l'Europe, c'est qu'en fait, donc elle reparle du rapport Draghi dans son bouquin et elle dit qu'en fait l'Europe vit pas au-dessus de ses moyens mais en dessous et que en fait les pas vers la souveraineté ne sont pas si loin que ça. En fait, il y en a pas autant que ça et qu'on pourrait très rapidement aller vers une autonomie ou sortir d'une dépendance dans laquelle on s'est enfermé pendant des années, où on a été des gentils moutons et voilà. En fait, j'ai l'impression d'être subversif à mort ce soir, mais c'est marrant. Écoute, moi ça me paraît pas mal, hein, parce que là tu viens de me faire une transition en beauté sur c'est possible. Et d'ailleurs, on va vous donner des exemples qui prouvent que c'est possible. Jingle. Connected Mate.
Alors, les exemples et les bonnes pratiques, en fait, on a trouvé un paquet d'exemples de gens qui ont pris le train de cette souveraineté. Et on va commencer par cette bonne ville de Lyon, qui a engagé une sortie progressive de l'écosystème Microsoft. Et ils ont remplacé Microsoft 365 et Skype par OnlyOffice, Linux et PostgreSQL. Ouais, c'est un peu barbare, personne ne le connaît. Mais bon, ça n'a pas été une logique Big Bang. Hein. Ils ont d'abord construit une suite collaborative locale, territoire numérique ouvert, hébergé dans des data centers régionaux. Puis ils ont organisé un déploiement progressif avec des ateliers de formation, des équipes, du support dédié. Bon, selon InCyber, qui était ma source, la phase a démarré en octobre 2024 avec 300 à 350 utilisateurs basculés par mois, donc par étape. Donc, la transfo, c'est possible. Hubert, tu as repéré un autre exemple. Oui, alors moi j'adore les exemples européens. Le plus connu, c'est Proton, grand concurrent de Gmail. Donc Proton Mail, solution suisse. Alors bon, la Suisse n'est pas dans les 27 de l'Europe, mais solution suisse, tout comme le Swiss Transfer que je vous signalais tout à l'heure, super alternative, très 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 sécurisée. Et aussi Proton VPN. Alors là, Proton Mail est bien sûr gratuit. Proton VPN est aussi gratuit. Et c'est le VPN qui vous permet, sans payer, de simuler que vous êtes dans un autre pays si il vous en prenait le besoin tout d'un coup. Et tout logiciel, il y a cette règle en informatique, tout logiciel a sa version open source. Et le mot magique pour trouver la version open source de n'importe quel logiciel ou de n'importe quel logiciel payant, c'est alternative. Vous tapez n'importe quel nom de logiciel et iMovie, par exemple, alternative. Et ça va vous signaler des Chinois, des Américains, et dans la liste, vous prendrez celui qui vous plaira le plus. Mais le mot magique, c'est alternative, et il en existe vraiment pour non seulement toutes les bourses, mais il en existe pour beaucoup de choses. Et si on veut aller beaucoup plus loin, tu parlais de PostgreSQL, qui est une version de SQL bien sûr gratuite. Il y a aussi MySQL qui peut être gratuit. Il y en a plein qui sont gratuits. Supabase est gratuit aussi, et aussi souverain. Et une grande fierté de la France avec Mistral et avec pour l'Europe ASML, c'est Hugging Face. Hugging Face héberge, encore une fois, accrochez-vous à vos chaises, Hugging Face héberge 2 millions de modèles de LLM, de Large Language Model, en open source que vous pouvez télécharger chez vous et les fine-tuner, leur mettre un RAG, leur mettre ce que vous voulez et les faire tourner, comme on dit, on-premises, c'est-à-dire dans vos locaux sans jamais sortir à l'extérieur, les entraîner pour faire ce qu'ils veulent. Et au premier rang de ces Large Language Models téléchargés, il y a bien sûr le Llama, qui a été fait par Yann Lequin avant qu'il s'en aille de Meta Facebook quand il était là-bas. Il a fait ce Llama qui est l'un des plus téléchargés et puisqu'il y a plein de versions de Llama, je vous passe les détails, l'un des plus téléchargés. Il suffit d'un PC un peu costaud, pas forcément d'un data center à soi tout seul. On télécharge son Llama préféré, on le raffine comme on a envie de le faire et ensuite on tourne en circuit fermé. Et si on a envie de faire profiter la communauté du Large Language Model qu'on a modifié et qu'on a fine-tuné pour le faire à la française ou à la canadienne ou à la belge, si on veut parler uniquement français, on peut ensuite le remettre dans Hugging Face, pareil, en gratuité et en open source. Donc on a vraiment, aussi bien pour des petits logiciels pour faire du montage photo que pour faire des choses beaucoup plus complexes comme une IA à domicile sans aller toucher à un cheveu de ChatGPT, Perplexity et tous les autres, on peut le faire grâce à ce fameux Hugging Face. Et puis je finis par les
vous connaissez les hyperscalers, donc Amazon et les autres. Il y a les hyposcalers, les scalers un peu plus petits, avec qui sont français pour le coup, OVH, Scaleway, OVH donc à Lille avec Clabar, Scaleway avec Niel et Free, et puis Jean-Baptiste Kampf bien sûr, et puis aussi vous avez le fameux Clever Cloud que je vous conseille vraiment d'utiliser, qui est vraiment une très très bonne alternative à AWS, Amazon Web Services. Et donc j'en ai fini avec mes alternatives françaises ou européennes aux monstres américains ou chinois. On voit bien qu'elles sont extrêmement nombreuses. Donc, si vous n'avez pas tout entendu, vous pouvez faire un récapitulatif. Vous appuyez sur moins de 30 secondes et vous allez pouvoir reprendre et noter tout ce que vient de vous donner l'ami Hubert. Alice veut intervenir. Oui, bah pareil, c'était pour enchaîner un peu sur tout ce que disait Hubert pour compléter. On va également avoir tout ce qui est Framasoft et la galaxie du logiciel libre, donc Frama-Libre, donc qui est quand même un annuaire de référence. On va trouver plus de 1000 ressources libres qui vont toutes être classées en fonction des besoins qu'on a de bureautique, de divertissement, de développement, tout ça. Ils ont d'ailleurs été les premiers à vraiment parler de souveraineté en lançant, il y a plus de 10 ans maintenant, dégooglisons-internet.org qui propose là aussi tout plein de services alternatifs. Il y a le site web Bon Pote qui a sorti un super guide qui est vraiment très bien fait avec tout plein d'alternatives. Il y a une initiative solo qui s'appelle grenouille-moi.fr et qui est vraiment un annuaire de toutes les solutions numériques françaises. Il y a le collectif Chaton qui permet, c'est un collectif d'hébergeurs alternatifs qui regroupe plus de 80 structures qui proposent tout plein de services. Et il y a aussi même des extensions qui existent, comme l'extension Charles, l'a bien nommé, qui est une extension Chrome et Brave qui suggère en fait des alternatives dès qu'on va sur un site, des alternatives européennes. Et autrement, il y a Go européenne aussi. Donc voilà, entre les extensions, comme le disait, j'ai pas redétaillé l'IA parce que oui, Hugging Face, Mistral, on aurait pu parler Black Forest également. Enfin, on a tout plein d'acteurs vraiment aussi bien au niveau pour les entreprises, pour les particuliers, mais faut changer nos habitudes, faut s'y mettre. Donc c'est possible là aussi. Je voulais changer de sujet, repasser vers le côté administration et loi. En fait, il y a le Sénat qui a proposé une loi qui permet en fait de renverser quelque part l'inversion de la preuve, c'est-à-dire que l'IA sera présumée coupable si vous utilisez si elle a utilisé vos data pour créer quelque chose. Donc ça veut dire que c'est à eux de prouver que elles n'ont pas utilisé tes données, ce que tu as produit pour générer un document, si jamais tu les attaques. Ah ouais, ça c'est vachement important. Ça c'est vachement important. Ça change toute la table à tourner là. La table tourne. Autre truc repéré, c'est la direction du numérique qui a annoncé le socle interministériel d'IA générative, une offre mutualisée pour déployer l'IA générative dans les administrations françaises. Donc ça va être à suivre. Jean-Emmaud, toi aussi, tu as l'Open Secousse Trump, c'est ça? Oui, c'est en fait, on va dire que l'arrivée de Trump aura au moins permis un réveil européen et aura permis de faire bouger les choses et peut-être de reprendre en main notre destin numérique. Et donc, ce qui s'est passé, en fait, on a eu de la chance cette semaine. Il y a eu plein de choses qui se sont passées et je pense qu'Alice va m'aider sur ce sujet parce que on l'avait fait chacun de notre côté, mais au final on a fait des choses, enfin on a plein de choses en commun là-dessus. Donc en fait ce qui se passe c'est que comme je le disais tout à l'heure, la DINUM a décidé de tester des choses qui permettent de s'affranchir de Microsoft avec Securix qui est un socle de travail qui sera sur l'ordinateur, c'est une sorte d'OS. Et puis après il y a Bureautix qui est une sorte de configuration de bureau. En fait, ça veut dire que si ton poste se fait attaquer,
tu vas pouvoir en fait le répliquer comme un bureau. Enfin, en fait, ce sera un bureau virtuel dans lequel tes données reviendront. Donc, c'est pas l'ensemble. Enfin, c'est pas l'ensemble des choses. C'est des briques organisées qui vont nous permettre d'être un peu plus résilients si on se fait attaquer. Et voilà. Alors, il faut remercier notre Premier ministre qui chapeaute tout ça et qui a lancé ça le 8 avril. Donc voilà, c'est vraiment très frais. Et voilà, je pense que peut-être Alice a envie de compléter des choses. Oh bah c'était pas pour rentrer dans la partie technique, hein. Franchement, t'as bien résumé les choses. Donc avec Bureautix qui sera donc un des premiers environnements qui va être basé sur comment il s'appelle l'OS déjà, NixOS et SecurityX, donc qui sera vraiment un outillage. Et on a le GitHub qui explique un petit peu toutes les options. Vachement intéressant. Le terme en X, c'est lié, c'est Astérix Obélix, c'était pour ça. Il y a un clin d'œil, vous pensez, ou pas du tout? Hubert, toi qui es au courant de tous les sujets comme ça. Non, alors là, je suis sec sur la chose. Sec, il est sec. J'apprécie pas trop les rimes en X, donc... d'accord. Bon, mais très bien. Donc, je suis pas sûr que ce soit une très bonne idée. On aurait peut-être mieux fait de choisir un nom plus sympa, moins gaulois, mais... Bon, au moins, de toute façon, c'est toujours pareil avec le nom. Hein. Le plus dur, c'est de le trouver. Après, c'est de le faire connaître. Donc, voilà, l'essentiel, c'est qu'on s'y repère. Moi, j'ai repéré aussi le fait que l'armée française a signé un contrat de 3 ans avec Mistral pour utiliser ses solutions d'IA générative. Donc, voilà, si on s'y met tous à préférer Mistral, petit à petit, ça va aussi leur donner les moyens de pouvoir développer des choses qui vont être très compétitive, même s'il y a du chemin. Hein. Et puis, cette suite, la fameuse La Suite, cette plateforme collaborative interministérielle qui est développée par la Dinum. Alors, il y a Chap, c'est la messagerie. Visio, c'est la visioconférence. France Transfert, on en parlait. Grist pour les tableurs. Sachant que Grist a été développé par une entreprise américaine, mais c'est sous une licence open source et ça bénéficie de contributions des équipes françaises. Voilà, donc voilà. Autre exemple, la Caisse nationale d'assurance maladie, qui a migré ses 80 000 agents. Là, on ne parle pas d'un POC. Hein. On ne parle pas d'un POC. Hein. Ils ont migré leurs 80 000 agents vers une suite d'outils entièrement français. Et on retrouve Chap pour la messagerie, Visio pour les réunions, France Transfert pour l'échange. Voilà, c'est, je pense, une énorme migration. C'est, à mon avis, la plus importante jamais réalisée dans l'administration française. Et je pense qu'on peut dire chapeau à celles et ceux qui œuvrent, parce qu'une transformation de 80 000 agents, ce n'est pas si simple que ça. Hein, ça s'accompagne, ça se prépare, ça s'anime, on aide les gens aussi parce que c'est changer. Imaginez, vous avez l'habitude d'un outil, vous devez changer. Bon Dieu que c'est compliqué. Bon Dieu que c'est compliqué. Allez, et puis tiens, j'en profite, je fais un petit peu la pub. La pub aussi sur un exemple qu'on veut très souverain. Alors, je ne sais pas s'il est très souverain, mais au moins, c'est que vous ayez accès à vos data. Voilà, et donc c'est NoteTaker AI qu'on a sorti avec Alexandre la semaine dernière, disponible sur iPhone, Mac, Apple Watch, Apple Vision Pro, iPad. Le truc il est super simple. Ah, tu l'as testé? C'est vrai. En plus, il nous a mis un super commentaire, l'ami Hubert. Donc, n'hésitez pas à le télécharger. Ça s'appelle NoteTaker, tout attaché, AI. Voilà, 100% local. Ouais, l'idée, c'est simple. En fait, c'est que vous enregistrez une réunion, des notes, vous êtes en train de marcher quelque part, vous voulez noter, vous le faites à la voix. Et puis derrière, ce qui est super cool, c'est que en fait, c'est traité par l'IA. Mais l'IA qui traite, elle est directement dans votre iPhone. C'est-à-dire que il n'y a pas besoin de cloud, il n'y a pas besoin de Wi-Fi. C'est dans votre iPhone, ça reste dans votre iPhone et ça utilise les IA qui sont locales, embarquées par Apple. Donc, ça reste privé, en fait, et ça ne sort pas. Voilà, donc c'est une tentative aussi. Compatible Apple Watch, je le fais tourner là. Compatible Apple Watch, ouais. Ah il l'a aussi. Ah ils l'ont tous pris. Il est en train de tourner. Merci Jean-Emma qui nous fait la pub, qui montre. Ouais, alors ça marche aussi l'Apple Watch. Alors ça c'est un petit sujet, presque un mystère. On enregistre avec son Apple Watch et ça balance directement dans mon foundation model d'Apple. Bref, voilà, c'est une tentative. Ça marche plutôt pas mal. Donc n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. C'était la page de pub. On va revenir sur le quotidien. Ouais, parce que c'est pas sponsorisé, cette histoire. Toujours pas. Toujours pas. Charles Nestorg. Allez, qu'est-ce qu'il a? Il a repéré un truc, l'ami Charles. Alors, en lien aussi avec la souveraineté militaire, puisque Naval Group Thales
Et Dassault Aviation, on rejoint le fonds Cortex pour une IA maîtrisée, supervisée dans l'aspect militaire. Donc, justement, donc il n'y aura pas que Mistral IA, ce qui est très bien, hein, puisque c'est quand même un peu comme l'histoire du cloud. On met pas tous ses œufs dans le même panier, il faut diversifier. Donc ça, c'est intéressant qu'il y ait des grands mouvements de la part de nos industriels, en plus des leaders internationaux au niveau de l'industrie. Un autre leader industriel a sorti aussi une suite collaborative, une énième, hein, vous allez me dire, parce que là, avec tout ce qu'on a déjà cité, il y en avait une autre, où effectivement Orange Business a sorti Lab Collaboration, qui est une solution de collaborative, avec de la visioconférence, de l'email, des outils de cybersécurité, à la fois français et européens, et la plupart en open source. Et c'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup parlé, mais le fait qu'aujourd'hui la culture de l'open source est en train de se diffuser un maximum dans les sujets d'IA, ça permet plus de transparence, et justement un peu moins de dépendance étatique, on va dire, sur le cadre légal dont parlait Jean-Emma tout à l'heure. Des initiatives qui continuent. Les premiers retours d'expérience que j'entends de manière générale sur ces solutions collaboratives, là, pour l'instant, elles sont utilisées pour des services qui sont très critiques dans les entreprises qui ont besoin de tourner sur des modèles open source et souverains. Et souvent, c'est utilisé ces nouvelles solutions collaboratives ou de bureau, comme le disait Jean-Emma, plus en backup. Si jamais les solutions qu'ils ont de base américaines ou autres, sans leur faire de la pub, tombent en panne ou sont bloquées pour X raisons, ils peuvent tout de suite migrer en un clic sur la solution souveraine qui est le backup finalement de la première solution. Christian. Que du positif, c'est vrai qu'il y a beaucoup de positifs. Alors je vais revenir un petit peu avec du moins positif quand même. Je vais revenir quand même sur du positif. Je vais revenir sur mon petit omnibus, mon petit train. Du coup, c'est vrai qu'on l'a vu, on en a parlé. Donc du coup, c'est vraiment pour assouplir le RGPD entre autres, mais aussi le RIA. Donc du coup, c'est ce qu'on a dit. Hein. Ça va permettre d'assouplir toute cette législation. Par contre, il y a des points faibles, ça risque d'affaiblir, en tout cas c'est un risque qui a été relevé, hein, qui a été dénoncé, c'est d'affaiblir le devoir de vigilance. Donc là, on est loin du RIA, des SADMA, DORI, NIS2 ou RGPD, hein, donc c'est l'autre organisme, je m'en souviens plus ses sigles, qui s'occupe de ça, du devoir de vigilance. Parce que dans le projet d'Omnibus, pour assouplir justement toutes ces réglementations, toutes ces contraintes, c'est que du coup la responsabilité des entreprises, ils projettent de l'arrêter au premier fournisseur. Donc, on a le problème, évidemment, de la protection des données, mais aussi tout ce qui est autre. Donc, je vous rappelle, hein, les entreprises qui peuvent sous-traiter à d'autres entreprises à l'autre bout du monde qui, du coup, embauchent des enfants. Ça en fait partie, mine de rien. Donc, c'est vrai qu'Omnibus vient frontalement à ça. Alors, je rappelle que c'est un projet, hein, donc c'est toujours en cours. D'où ce qu'on a échangé au début, BPC, c'est que du coup, c'est très long. Il y a des retards qui sont proposés à cause de ça, parce que c'est quand même assez complexe. Donc, c'est vrai que c'est un petit point donc de vigilance. Alors, c'est vrai que du coup, il y a aussi un élargissement. Donc là, c'est le RGPD. C'est intérêt légitime. Vous connaissez tous les réglementations RGPD par cœur, hein, avec les bases légales, voilà, évidemment. Donc, du coup, le plus connu, c'est le consentement. C'est la petite croix qu'on est obligé de mettre, etc., pour dire, j'accepte qu'on mes données soient traitées. Donc, il y a un intérêt légitime, ce qu'on n'a pas besoin de demander. Donc, tout ce qui est, par exemple, le contrat, les RH, etc. Donc, les contrats aussi commerciaux. Donc, il y a l'intérêt légitime à avoir votre donnée. On va pas vous vendre quelque chose si vous refusez de vous donner votre nom, par exemple. Voilà, donc ça, c'est un intérêt légitime. Vous n'avez pas à dire, j'autorise à ce que vous ayez mon nom. Non. C'est intérêt légitime. D'office, on vous demande votre nom, on a le droit. Donc voilà. Donc ça, c'est une base légale du RGPD. Du coup, le Omnibus propose d'alléger aussi cet intérêt légitime. Donc là, ça pose un petit souci pour certains, du coup, défenseurs de la protection des données. Donc dès qu'on pourra dire que on traite des données pour de l'intelligence artificielle, pour un usage de TF5, pour faire des tests, du coup, on passera plus en consentement, mais en intérêt légitime. Donc, beaucoup imaginent des déviances là-dessus, en fait, parce que voilà, je sors un produit pour juste avoir votre nom pour vous marketer après, mais je vais dire, ouais, je fais un test IA, du coup, je vais pas vous demander votre consentement. Donc, il peut y avoir des débordements. Donc, c'est un projet, donc ça va être cadré, j'en suis certain. Et en tout cas, je vais revenir sur du positif, parce que j'ai quand même bien assassiné Omnibus depuis le début, quand même, hein, parce que c'est vrai que ça nous quand même travaille pas mal. C'est quand même, ça permet donc de remettre les choses à plat et d'être plus compétitif en Europe, mine de rien. Parce que même si du coup ça bouleverse ce qui existe, ça permet aussi de revoir. Donc il y a en Europe, donc je sais plus quel organisme a fait un calcul
Ces mesures, en fait, elles permettraient d'économiser entre 5 et 6 milliards d'euros par an de frais de mise en conformité, tout simplement. Alors, ce qui veut pas dire qu'il faut pas les faire. Il faut quand même les faire. Mais c'est vrai que du coup, cet assouplissement va permettre aussi ce rapport-là. Et c'est vrai que c'est des rapports, c'est les délais d'adaptation, donc du coup, sont nécessaires. C'est pour ça qu'on a vu que tout était repoussé avec le RIA. Mais c'est que des projets. Et c'est vrai que je pense que on peut être positif quand même sur la mise en place future. On va être bien couvert quand même. Donc tu dis oui, quoi, en fait, c'est ça? À surveiller. The yes needs a no to win. Again the no. Ça, c'était ce qu'il fallait dire. Voilà. Allez, on passe à la dernière séquence de cet épisode du podcast enregistré en live sur TikTok. On va se projeter un tout petit peu à 2, 3, 4, 5 ans sans avoir la boule de cristal. Et demain, c'est tout de suite après. Connected mate. Alors, le et demain, c'est un peu de la matière à penser pour plus tard. On va essayer de se projeter et de se dire, tiens, allez, qu'est-ce qui se passe? Ouais, si ça marche, ça serait intéressant. Charles, allez, tu te lances, le premier. Et demain? C'est une super transition parce que pour moi, demain, je voyais surtout un aspect réglementaire, notamment avec un rapport de Mario Draghi qui, je pense, va commencer à revenir, qui a déjà fait pas mal de débats là récemment et dont une des mesures, c'est le 28e régime. Alors, on parle pas effectivement de summer body, mais plutôt de régime juridique, puisque vous savez qu'on a 27 pays en Europe et il y a autant de régime juridique que de pays pour les entreprises. C'est-à-dire qu'une entreprise française faut qu'elle s'accorde avec l'ensemble des pays. L'idée effectivement, pour les startups françaises qui voudraient s'étendre en Allemagne ou en Espagne, est de se plier aux 27 législations différentes. L'idée, c'est que le 28e régime serait une 28e option, c'est-à-dire un cadre juridique unique, valable partout dans l'Union européenne. Pour des entreprises européennes, bien évidemment, l'idée, c'est pas qu'une entreprise américaine ou chinoise vienne, chope le statut et puisse inonder le marché européen. Là, l'idée, c'est que les entreprises pourraient facilement y adhérer, un peu comme un opt-in, et ça simplifierait beaucoup de choses pour faire créer des géants numériques dont l'Europe a besoin. Indirectement, ça nous permettrait aussi de garder nos talents humains, je parle, en Europe, puisqu'aujourd'hui, on sait qu'ils sont brigués par les États-Unis et d'autres puissances à l'Est. Et l'autre aspect qu'il y a là-dessus, bon, ça suscite forcément des débats parce que il y a certains qui voient un risque de dumping social ou d'autres qui craignent qu'un droit européen unique ne soit moins protecteur que les droits nationaux. On sait que, par exemple, je donne un exemple, la législation française en termes de sécurité alimentaire, par exemple, est plus forte que la législation européenne sur certains aspects. Donc là, ils ont peur qu'il y ait des choses assez similaires qui soient faites à ce niveau-là. Donc, un espoir, peut-être, avec cette proposition qui puisse aller dans le bon sens de nos startups qui auront besoin de devenir des scale-up ou pourquoi pas des géants du numérique plus tard en Europe. Bien évidemment, on pense à Miltralia pour que on puisse démocratiser dans tous les pays européens ce fameux LLM. Charles est sous le signe de l'espoir et ça, c'est magnifique. Hubert. Oui, tout à l'heure, Charles disait qu'il faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier, et je suis bien d'accord. Surtout quand le panier t'appartient pas. Donc, vérifie que c'est bien ton panier avant de mettre des œufs dedans. Et en Europe, on est spécialiste et Christian le sait bien. Et Christian, on a un fervent supporter de faire des lois. Donc, ça c'est très bien de faire le DMA, le DSA, l'IA Act, le RIA et le RGPD et tout ce qu'on veut. Au-delà de ça, moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on copie les copieurs, qu'on copie les Chinois. Les Chinois, qu'est-ce qu'ils ont fait? Dans un premier temps, ils se sont protégés contre Amazon et Facebook. Et dans le même temps, donc ils ont fait une loi, j'imagine, ils ont fait le Great Firewall of China, et dans le même temps, ils ont favorisé le développement d'un Alibaba, ils ont favorisé le développement d'un JD, ils ont favorisé le développement de DeepSeek, ils ont favorisé le développement de WeChat, bien sûr, la super app, et donc favorisons le développement. J'en parlais au tout début dans le soutien aux startups. Les startups n'ont pas besoin de capital, elles ont besoin de commandes, elles ont besoin de business. Donc même si la demande publique directe ne pèse que 10% par rapport à la demande commerciale, toutes les entreprises qui sont liées à l'État ou qui ont des contrats avec l'État, le fameux scope 1, scope 2, scope 3, l'État peut demander à toutes les entreprises qu'il fait travailler de faire travailler des startups et de leur passer des commandes. On a besoin de commandes, on a besoin
de business. Et les Américains et les Chinois nous ont installés, et Jean-Emmanuel est d'accord avec moi, je le sais par avance, dans un confort, dans une user experience, dans une interface hyper facile, hyper addictive, hyper régressive, et on n'a pas envie de faire une autre courbe d'expérience sur un autre logiciel après. Donc il faut qu'on sorte de ce confort, qu'on se dise, OK, je vais me taper 1 heure, 2 heures, 1 jour, 2 jours de réapprentissage d'un nouveau logiciel, mais au moins celui-là, non seulement ce seront mes œufs, mais en plus, c'est le panier de l'Europe et ça marche encore mieux. Donc j'appelle de tous mes vœux, on a Spotify qui est un géant mondial de la musique. J'appelle de tous mes vœux un Spotify du CRM, un Spotify de la bureautique, un Spotify, je l'ai dit, de moteur de recherche pour remplacer ce Quant qui est mort et enterré, et un Spotify d'un navigateur qui soit le nouveau navigateur. On a eu des marins célèbres. Quel est le marin le plus célèbre? On prend le nom du marin le plus célèbre européen, Magellan, et appelons, ça a existé, je pense, appelons notre nouveau navigateur européen Magellan et faisons-en un Spotify. Et obligeons et favorisons le transfert sur Spotify. Alice, vas-y. Obligeons. Faisons une loi. Soyons notre obligés. Dans la même Soyons phrase, les obligés. t'as Ouais. dit, à quelques phrases d'intervalle, t'as dit faisons comme la Chine et obligeons. Et là, je pense que t'as quand même déterminé peut-être un truc qui fait qu'on peut pas tout à fait faire comme en Chine. Mais bon. Mais oui, oui, complètement. C'est vrai qu'il faut inciter très vivement tous les utilisateurs à utiliser ces solutions. Après, comment dire, pour revenir sur ce que disait Hubert, même nos lois, on se les fait copier. Donc, comme quoi, on est quand même pas si mauvais. Suffit de voir RGPD & Co aux US, même aux US, ça avance. Mm-hmm. Mais oui, la solution, c'est l'adoption massive avec le gouvernement qui donne l'impulsion et l'exemple et les particuliers derrière pour qui on va faciliter au maximum les choses, parce que c'est prouvé que toutes les solutions américaines qui existent déjà, elles ont été faites pour être addictives, on les aime, on y est habitué, on a nos amis qui les utilisent, tout est simplifié, donc oui, ça demande un effort, mais quand on se rend compte à quel point ça peut être grave, critique, faut se donner les moyens. Ouais. Et puis on a de très très bons designers en France aussi, donc en fait les UX et UI designers, les mecs planchés là, allez, on se le montre ce navigateur Magellan proposé par Hubert avec vraiment une expérience utilisateur de folie, un truc hyper souverain. Moi, voyez, je suis un peu comme vous, je vois le truc en disant, bon, ça va être compliqué, mais si chacun d'entre nous mais ça peut marcher cette histoire en fait. Et puis il y a des signaux positifs. Fin mars, Mistral a annoncé avoir levé, alors 830 millions de dollars, c'est pas grand-chose par rapport à tous les autres, mais c'est sous forme de dette pour financer la construction d'un data center. Et c'est où? C'est en Essonne. Voilà. Et donc, il va être doté, alors, de puces NVIDIA. OK. De dernière génération. OK. Mais il devrait être opérationnel, d'après ce qu'on a lu, d'ici le 2e trimestre 2026. C'est-à-dire qu'en fait, ça nous amène en juin. Allez, admettons qu'ils prennent du retard. C'est en octobre, c'est en novembre ou c'est en décembre. C'est là. Et puis, ça prend encore un peu plus de retard. C'est début 2027. Et alors, on a le temps d'avancer. Donc, c'est bon, là. C'est pas mal, je trouve. Alice, Linux, Mistral, pour toi, c'est quoi? C'est la fin? C'est le début? C'est... Ah non, c'était à la question de et demain. J'avoue que, comment dire, moi je l'avais traité à titre plus individuel que mes camarades. Et comme je vous avais un peu déjà expliqué, je me suis désinscrite de Spotify, de Twitter, j'ai supprimé mon pack Windows, j'ai fait une charte digitale. Mais là, j'ai envie d'aller clairement encore plus loin, d'aller vers du full Linux, d'utiliser que du Mistral en local. Comment dire, il y a vraiment beaucoup de choses qu'on peut faire avec les acteurs européens et français. Donc, comme on l'a dit, la transition, elle est pas simple. Faut changer ses habitudes, retrouver les équivalents. Mais ouais, je me répète, mais si vraiment on s'y met tous, ça peut être vraiment impactant. Faut quand même pas oublier que l'Union européenne, c'est encore la première puissance commerciale du monde, devant les US, devant la Chine. Donc, être un peu, toujours se minimiser et, on a du poids,
et nos actions, elles ont des impacts. Donc, on peut y aller, hein. On n'est pas trop Bambi, hein, mais on se dit il faut y aller, c'est possible. Et puis qu'est-ce qu'on perd à pas essayer? Qu'est-ce qu'on perd à pas essayer en fait, hein? C'est vrai cette histoire-là. Bon, ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Voilà, exactement. Christian, et demain? Et demain. Alors demain, la CNIL a fait une annonce pour revenir sur Omnibus. Ça aurait été mon fil rouge. Ça fait tes jours et tes nuits, cette histoire. J'aime bien prendre aussi Omnibus pour me rendre à Paris. C'est pour ça que je ne connais pas les places, le prix du stationnement, Hubert. Du coup, c'est vrai que pendant qu'Omnibus, on l'a dit, donc il cherche à simplifier, du coup, entre autres, le RGPD, mais aussi les autres, pour les entreprises en tout cas. Donc c'est vrai que la CNIL a rappelé fin de semaine dernière, du coup, qu'en 2026, la simplification, en fait, ça ne rime pas avec moins de contrôle et surtout pas sur l'intelligence artificielle et la sécurité. Donc voilà, donc c'est vrai que je trouvais ça intéressant. Et c'est vrai que je vous ai écouté, et puis lu les commentaires. C'est vrai qu'on a parlé pas mal aussi un petit peu de technique, là encore à l'instant, sur les outils. Alors c'est vrai que le coût souverain, c'est vrai que moi j'aime bien le rappeler, c'est pas juste un sujet technique en fait, hein, c'est aussi un enjeu stratégique, c'est aussi de la géopolitique. Et c'est vrai que c'est un petit mélange de tout, et c'est assez complexe. Et ce que j'ai remarqué là, c'est l'État français qui a communiqué. J'ai plus le lien, mais je le retrouverai. En tout cas, je l'ai noté. Du coup, qui a confirmé sa stratégie de souveraineté. Donc, on a vu les actions du Linux un petit peu partout. Pour commencer progressivement, parce qu'il faut quand même voir si ça fonctionne, parce que c'est pas facile de changer tout un dispositif, parce que si le copain il est sous un autre système et que ça fonctionne pas, ça va être très compliqué, surtout dans les administrations. Donc voilà, donc c'est vrai que l'État a confirmé cette stratégie, a été très clair là-dessus, et donc apparemment ils orientent vers une promesse, en tout cas un objectif de 99% des nouveaux projets, du coup, qui sont sur des dispositifs, du coup, des systèmes, des dispositifs européens et certifiés. Donc cette annonce, je l'ai appréciée. Donc maintenant, faut la tenir. Alors c'est que on va dire que c'est un objectif, c'est comme un projet. C'est voilà, je vise. Est-ce que moi je trouve que 99% c'est un grand chiffre, mais pourquoi pas? C'est une belle promesse. Et c'est vrai que par contre, voilà, c'est vrai qu'ils ont aussi annoncé d'autres chiffres intéressants. Donc là, en général, c'est Alice qui donne des chiffres. Voilà, du coup, j'en ai trouvé. Donc j'en profite pour une fois. Voilà, donc ils ont écrit en fait qu'il y avait 2 nouveaux projets clous par jour qui sortait en France, qui avait 847, donc c'est précis, hein, je regarde, 840, je lis mes notes, 847 projets actifs. Je ne ferai pas de critique sur le nombre parce que ça me paraît énorme, mais c'est vrai qu'on a beaucoup de monde dans les administrations et qu'il y a beaucoup d'administrations et qu'il y a 84 millions d'euros de commandes, en fait, sur les dispositifs. Alors c'est vrai que c'est un bilan, donc c'est un bilan, en fait, qui a été cloué qui a un bilan du cloud 2025 qui a été fait par l'État français, donc c'est vrai que c'est encourageant, je trouve. Ils le disent eux-mêmes, donc moi je confirme. Je trouve ça que c'est encourageant, même si du coup la majorité des projets c'est des petites tailles, comme là on l'a vu, c'est quelques postes Linux par-ci par-là, quelques produits. Mais je trouve que c'est bien. Donc demain, je pense qu'on peut y arriver. Avec plus ou moins de lois pour faire plaisir à Hubert. Mais c'est vrai qu'il y en a plein d'autres qui sont là, et c'est vrai qu'il y en a tellement, on sait plus lesquels, auxquels se fier, lesquels correspondent à quoi. Magnifique, magnifique. Allez, le mot de la fin, peut-être. Allez, on fait un petit tour, et puis s'en vont, comme dirait l'autre. Alors, on va laisser, allez, le mot de la fin. Oh, on va faire tout le monde, allez. Alice, ton mot de la fin. Mot de la fin, on a vu à quel point les alternatives existaient, qu'il y avait de vraies raisons d'être positives. Maintenant, j'espère vraiment que ce sera que tout ça, c'est le début d'un vrai mouvement de reprise en main et que ça restera pas un sujet de spécialiste. Excellent. Allez, tiens, Jean-Emma, ton mot de la fin, le mot du designer, là, qu'est-ce qu'il en pense? Le mot du designer, c'est tout ça, c'est une opportunité à la fois pour repenser nos modèles et puis pour les rendre, je dirais, plus petits, permettre l'IA est en train de cisailler littéralement tout ce qui est modèle SaaS. Mais c'est une opportunité pour tous les développeurs, tous les gens qui savent se servir de l'IA, tous les gens qui font du vibe coding, parce que ça permet de s'adresser à
une minorité silencieuse qui sont les PME et de développer des briques, tu vois, des logiciels qui vont leur permettre de répondre à leurs besoins. Parce que quand tu prends un SaaS, en général, tu as un ticket d'entrée et puis quand tu veux développer un truc, il te faut quelqu'un et il faut former les gens et donc ça te coûte un argent de dingue. Et moi, je pense que là, il y a une véritable opportunité à saisir en allant vers le petit. Voilà, on change du macro, on passe au micro, et je me dis que avec l'IA, on peut faire ce pas. Et voilà, donc c'est un message très positif pour moi. Donc, merci Baby pour small les is beautiful. commentaires très sympa. Ouais, c'est vrai. Moi, je finirai par une apanadiplose, c'est-à-dire je finis par là où j'ai commencé. Cultivons notre jardin et les raisins sont pas plus verts à côté, ils sont bien chez nous, donc on est les meilleurs en viticulture. Donc cultivons notre jardin avec notre eau, notre électricité, nos outils. Vous avez connu Nicolas le jardinier? Voici Hubert le jardinier. Allez. Consommer local. Consommons local. Très important ça de consommer local. Qui n'a pas donné son mot de la fin? Alors, rapidement, je vais citer un autre Charles. Ce soir, ça en fera 3 à Alice. Charles de Gaulle qui disait effectivement la France ne peut être la France sans la grandeur, sous-entendu sans sa liberté souveraine. Et je pense que c'est vrai pour beaucoup de pays. Et aujourd'hui, le titre de ce podcast, Souverain pour de vrai et pour maintenant. Waouh, il nous a presque fait le mot de la fin. C'est dingue. Bravo. Hein. Je crois que c'était le mot de la fin, non? C'est ça? On a tous. Bravo. Eh ben, écoute, il a eu le dernier mot. Ah, il a un dernier mot. C'est Christian. Le dernier mot, allez, notre DPO. Le dernier mot, je vais reprendre le mot de Jean-Emmanuel, opportunité. Et en fait, je reviens sur ce que j'avais dit au début d'émission. J'avais pris l'exemple de 2 souverainetés. Donc, la souveraineté par la norme et la souveraineté par l'innovation. Donc, j'avais largement parlé. Et c'est vrai que là, tout ce qu'on a pu dire et ce qu'on remarque en Europe, et en tout cas en France, mais surtout en Union européenne, faut pas confondre l'Europe et l'Union européenne. Du coup, c'est que là, on passe dans une stratégie, en fait, de puissance par la norme, souveraineté par la norme, à une puissance par l'innovation, souveraineté par l'innovation. Je pense qu'on va vous laisser là, mes amis. Mille merci à tous les mates là, qui ont été présents, puis à toutes celles et tous ceux qui étaient présents sur TikTok. Très endiablé ce TikTok. Merci pour vos commentaires, vos interactions aussi. C'est super sympa. Merci. Si vous découvrez ce podcast, oui, c'est Connected Mate, c'est sur Apple, Spotify, Deezer, à toutes les plateformes. Si vous êtes déjà sur cette plateforme, que vous nous écoutez en podcast, vous avez 2-3 trucs à faire. Vous pouvez, vous abonner à notre chaîne sur YouTube, Connected Mate, ça c'est bien. Vous pouvez laisser 5 étoiles, un commentaire, ça fait toujours plaisir et ça nous aide à monter dans les algos. Donc voilà, bon, c'est bien, c'est peut-être aussi une façon pour nous d'être un peu plus visible. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ça. Merci les mates, à très bientôt, portez-vous bien et ciao, salut, ciao. Connected Mate.